Aujourd'hui, nous revenons sur l'un des faits divers les plus marquants de ces dernières années. La disparition d'Émile, 2 ans et demi, au cœur du paisible village de Auverney. Plus de 20 mois d'enquête, une terrible découverte, une arrestation soudaine par la police, et pourtant, le coupable n'est toujours pas retrouvé. Voici notre reportage complet, chapitre par chapitre, d'une horrible tragédie qui a secoué toute la France. Avant d'explorer cette histoire choquante, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification. Chaque jour, nous vous proposons des enquêtes, des histoires et des révélations exclusives. Laissez un commentaire pour partager votre point de vue sur l'affaire Émile. Pensez-vous que la vérité finira par éclater? Votre opinion compte et votre soutien nous aide à continuer à donner vie à ces questions sensibles. Et maintenant, suivons cet article. La disparition d'Émile, un village en état de choc. Le 8 juillet 2023, le calme apparent du Haut-Verney, un petit hameau perché à 1200 mètres d'altitude dans les Alpes de Haute-Provence, vole en éclats. Vers 17h15, un événement bouleverse à jamais la quiétude de cette bourgade d'une trentaine d'habitants. Émile Soleil, un petit garçon de 2 ans et demi, disparaît mystérieusement alors qu'il jouait aux abords de la maison de ses grands-parents maternels, venus y passer les vacances avec lui. Émile, décrit comme un enfant vif, curieux, blond aux yeux clairs, est aperçu pour la dernière fois par 2 voisins qui affirment l'avoir vu marcher seul sur un chemin escarpé en direction de la forêt. Moins d'une demi-heure plus tard, l'enfant s'est volatilisé sans laisser de traces. Aucun cri, aucun bruit suspect, aucun indice apparent. L'incompréhension est totale. Immédiatement, les grands-parents, paniqués, alertent les autorités. Les premières heures sont capitales. Une course contre la montre s'engage pour retrouver le petit garçon. Dès le soir même, un important dispositif est déployé. Des dizaines de gendarmes, des chiens pisteurs, des hélicoptères équipés de caméras thermiques ratissent la zone montagneuse. Les villageois se mobilisent spontanément, sillonnant bois, champs et ravins à la recherche du moindre indice. Mais la topographie du lieu, une région escarpée, dense en végétation, parsemée de ravins et de sentiers forestiers, complique considérablement les recherches. Le lendemain, la gendarmerie active le plan SATER, sauvetage aéroterrestre, généralement réservé aux crashs d'avions ou aux personnes portées disparues en zone difficile. Une quarantaine de militaires sont déployés sur place, soutenus par un détachement cynophile. Les drones scrutent de la canopée, tandis que les hélicoptères survolent la zone durant plusieurs jours. Aucun résultat. Au fil des jours, l'absence de progrès alimente toutes les hypothèses. L'idée d'un accident est d'abord privilégiée. Émile aurait pu chuter dans un ravin, se perdre dans la forêt ou se cacher, incapable de retrouver son chemin. Mais malgré les fouilles méthodiques de plus de 30 hectares autour du hameau, aucune trace du petit corps, aucun vêtement, aucun jouet n'est retrouvé. Rien. La piste de l'enlèvement fait alors surface. Les enquêteurs interrogent l'ensemble des habitants du hameau, vérifient les allées et venues du jour fatidique. Des caméras de surveillance sont étudiées sur un large périmètre, jusqu'à 30 km aux alentours. Un check-up précis des véhicules ayant circulé dans la région est établi. Là encore, aucun élément probant. Très vite, l'affaire Émile devient une affaire d'État. Les médias nationaux se saisissent de l'événement. Des journalistes affluent de toute la France. Les plateaux télé se remplissent d'anciens policiers, de spécialistes de l'enfance, de criminologues. Les débats font rage. Accidents, fugues, enlèvements. Certains évoquent de même la possibilité d'une chute dans un puits ou d'un enlèvement par un promeneur de passage. La rumeur publique s'en mêle, parfois de manière brutale, ciblant la famille, interrogeant le passé, fouillant dans les réseaux sociaux. C'est dans ce climat tendu que le parquet de Digne-les-Bains annonce le 10 juillet l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Le ton change. Ce n'est plus une simple disparition inquiétante. La justice elle-même envisage qu'Émile ait été pris en charge, volontairement ou non, par une tierce personne. La cellule Émile est alors mise en place par la gendarmerie nationale. Composée de 23 enquêteurs expérimentés, cette unité est chargée de centraliser toutes les informations recueillies, de croiser les données techniques, téléphoniques, géographiques, ADN et de suivre chaque piste, même la plus improbable. L'émotion reste vive dans tout le pays. Le visage d'Émile devient familier à tous les Français. Placardé dans les journaux, affiché dans les supermarchés, relayé sur les réseaux sociaux. Des battues citoyennes sont organisées, mais toujours sans succès. Le mystère s'épaissit encore lorsqu'aucune demande de rançon n'est émise. Aucun appel anonyme, aucun témoignage sérieux n'émerge. Le silence est pesant. Un silence qui dure des semaines, puis des mois. En septembre 2023, les recherches terrestres sont officiellement suspendues. L'enquête entre alors dans une phase plus discrète. Le travail d'investigation judiciaire se poursuit dans l'ombre. Analyse technique, géolocalisation des portables présents le jour de la disparition, recoupement des témoignages.
Tous les proches sont entendus à plusieurs reprises, notamment les grands-parents, très pieux et issus d'un milieu conservateur catholique, ce qui intrigue certains observateurs. Mais aucune preuve directe ne permet de les mettre en cause. Les mois passent, le village se referme sur lui-même, les journalistes sont peu à peu évincés par les habitants, exaspérés par la pression médiatique. Le Haut-Vernay, devenu malgré lui le centre de toutes les attentions, veut retrouver son anonymat. Mais tout bascule à nouveau le 30 mars 2024, presque 9 mois après la disparition. Un promeneur découvre des ossements dans une zone boisée, non loin du village. Les tests ADN confirment ce que tout le monde redoutait. Il s'agit bien des restes d'Émile. Cette macabre découverte relance l'affaire avec une intensité renouvelée. Où était le corps d'Émile pendant tout ce temps? Pourquoi n'a-t-il pas été retrouvé plus tôt, malgré les recherches minutieuses dans cette zone? A-t-il été déplacé? Et surtout, que s'est-il réellement passé ce 8 juillet 2023? Les réponses à ces questions ouvriront la voie à une nouvelle phase de l'enquête, bien plus troublante encore. Le choc des gardes à vue et le malaise autour du cercle familial. Au terme de près de 20 mois d'investigation, de recherches infructueuses et d'analyses scientifiques approfondies, l'affaire Émile semble enfin s'éclaircir, mais pas sans provoquer un frisson d'effroi dans l'opinion publique. Le 25 mars 2025, un véritable séisme judiciaire secoue la France. 4 membres de la famille du petit garçon, dont ses grands-parents maternels, sont placés en garde à vue. Cette décision, qui intervient après la découverte capitale de ces ossements, suscite de vives réactions, tant dans les médias que dans les foyers. Les personnes interpellées sont des figures centrales de l'affaire. Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, Anne, la grand-mère, ainsi que 2 de leurs enfants adultes, tous issus d'une famille très pieuse, connue pour ses convictions religieuses conservatrices. Les charges sont graves. Homicide volontaire sur mineurs de moins de 15 ans et recel de cadavres. Des accusations qui marquent un tournant radical dans l'enquête, jusque-là marquée par une prudence extrême des autorités judiciaires. Le parquet d'Aix-en-Provence autorise simultanément des perquisitions dans les résidences familiales, tant au Haut-Vernay qu'à la Bouilladis, dans les Bouches-du-Rhône, où vit une partie de la famille. Une voiture et une remorque, appartenant aux grands-parents, mais sont également saisies pour expertise, dans l'hypothèse où elles auraient pu servir au transport du corps d'Émile ou de ses affaires. Ce que les enquêteurs cherchent désormais, ce sont des incohérences, des silences coupables, des preuves matérielles qui pourraient relier directement l'un ou plusieurs membres de la famille à la mort de l'enfant ou à la dissimulation de son corps. L'hypothèse dominante est que l'enfant aurait pu être victime d'un accident domestique violent, comme l'indiquent les traces de traumatisme sur le crâne, puis que le corps aurait été dissimulé par peur des conséquences judiciaires ou du scandale. Mais dès les premières heures de garde à vue, les suspects nient toute implication. Aucun aveu n'est obtenu, aucune contradiction formelle ne suffit à motiver une mise en examen immédiate. Après 48 heures d'interrogatoire intensif, les 4 membres de la famille sont relâchés, faute d'éléments accablants. Le parquet prend toutefois soin de préciser que la procédure n'est pas close. Les investigations se poursuivent et la piste intrafamiliale n'est pas écartée. Une déclaration lourde de sens qui laisse entendre que des indices, bien que non concluants à ce stade, ont bien motivé cette vague de gardes à vue. Le procureur Jean-Luc Blachon, jusqu'ici extrêmement discret, confirme lors d'un point presse que des éléments nouveaux et concordants justifient de poursuivre cette direction. Mais cette approche suscite également des critiques. Une partie de l'opinion publique s'interroge « Comment est-il possible qu'après tant de mois, les enquêteurs n'aient pas su verrouiller leurs soupçons avec des preuves tangibles ?» Certains médias dénoncent une pression médiatique insoutenable sur une famille déjà meurtrie, d'autres au contraire s'étonnent de la lenteur de l'enquête et de ce qui pourrait apparaître comme un tabou autour du rôle potentiel de la famille dans la mort d'Émile. En toile de fond, un autre nom revient avec insistance, celui de Philippe Vedovini, le grand-père. Ancien membre d'un mouvement catholique traditionnaliste, souvent décrit comme autoritaire et austère, il était très engagé dans la vie religieuse locale. Certains témoignages anonymes évoquent un climat familial très strict, une éducation rigide, où la discipline prime sur l'affection. Ces éléments, bien que non prouvés, alimentent une rumeur persistante. Et si un geste brutal, accidentel ou non, avait été maquillé pour préserver l'image de la famille ? À ces soupçons s'ajoute une découverte capitale. Une trace ADN inconnue, retrouvée sur un vêtement d'Émile, n'appartenant ni aux membres de la famille interrogés, ni à des proches connus. Ce détail, à lui seul, suffit à laisser la porte ouverte à d'autres scénarios, intervention d'un tiers, présence d'une personne étrangère le jour de la disparition, voire hypothèse d'un témoin silencieux. Autre point troublant, la découverte du corps d'Émile, le 30 mars 2024, dans une zone fouillée à plusieurs reprises durant l'été 2023, pose de lourdes questions. Comment les ossements ont-ils pu échapper à l'œil des enquêteurs et des drones thermiques ? Les experts sont formels.
Le corps n'était pas là lors des premières recherches. Il a donc été déplacé probablement peu de temps avant sa découverte. Un acte qui ne peut être le fait que d'un adulte connaissant les lieux et ayant accès au corps durant plusieurs mois. Les enquêteurs analysent également les téléphones portables ayant borné dans la zone du Haut-Verney le 8 juillet 2023. Le croisement des données de géolocalisation, des horaires et des communications constitue un puzzle complexe mais nécessaire pour reconstituer les mouvements de chacun. Ce travail minutieux et long pourrait encore réserver des surprises dans les prochains mois. À ce stade de l'enquête, aucune vérité officielle n'émerge avec certitude. Mais le climat est lourd, oppressant. Ce n'est plus une simple tragédie familiale, c'est un drame national où se mêlent le chagrin collectif, la fascination pour le mystère et l'exigence de justice pour un enfant de 2 ans et demi dont le destin brisé hante désormais une région entière. Au Haut-Verney, le silence est revenu. Les habitants, lassés des caméras et des micros, refusent désormais de répondre aux journalistes. Le petit Émile repose désormais dans un cimetière du sud de la France, mais la vérité sur sa mort, elle, reste encore enterrée sous des couches de silence, de secrets et de non-dits. Un pays en hometown de vérité, entre douleur, doute et espoir brisé. Alors que les projecteurs semblent s'éteindre peu à peu autour de l'affaire Émile, le vide laissé par la disparition de cet enfant continue de hanter la mémoire collective. Ce n'est plus seulement un dossier judiciaire complexe, c'est devenu une plaie ouverte pour toute une nation. 28 mois après sa disparition et plus d'1 an après la découverte de ses restes, la justice n'a toujours pas tranché. Les zones d'ombre subsistantes et avec elles, un sentiment d'inachevé qui pèse lourdement. Dans les esprits, une question revient en boucle. Qu'est-il vraiment arrivé à Émile ? Qui est une cause de décès de manière volontaire ou accidentelle ? Pourquoi son corps a-t-il été caché, déplacé et dans quel but ? Ce sont ces interrogations, mêlées à l'absence de réponse définitive, qui nourrissent à la frustration du public, l'angoisse de la famille et la détermination des enquêteurs. Pourtant, malgré la multiplication des expertises, des auditions et des techniques de récupération, le cœur de l'énigme résiste. La découverte des ossements, bien que capitale, n'a pas permis de clore le dossier. Elle a bien, paradoxalement, complexifié l'enquête. Car ce qui aurait pu apporter des certitudes n'a livré que des révélations fragmentaires. Un crâne présentant un choc compatible avec un traumatisme facial, des vêtements intacts mais déposés récemment, une trace d'ADN mystérieux. Autant d'éléments troublants, mais défauts pour désigner formation incoupable. Le bois est soigneusement restauré. Les gardes à vue n'ont pas débouché sur des inculpations. Et aucune piste n'est formellement écartée. Certains enquêteurs pensent que le cercle familial détient les clés du mystère, d'autres continuent d'explorer des hypothèses extérieures. La présence d'un rôdeur, un accident impliquant un tiers, voire une dissimulation organisée sans intention de nuire. Le spectre des erreurs judiciaires, comme dans d'autres affaires d'enfants disparus, plane lourdement. À mesure que le temps passe, le Haut-Verney, autrefois noyé sous les caméras, retombe dans l'oubli. Le silence des montagnes contraste avec le tumulte de l'opinion. La population locale reste marquée par l'intrusion brutale de la médiatisation. Des familles ont quitté la région, lassées par les soupçons injustes. Un climat de suspicion plane encore sur le village où tout le monde semble se connaître, mais où personne ne parle vraiment. Le silence, justement, est peut-être le principal obstacle à la vérité. Dans cette affaire, le non-dit est omniprésent. Certains témoignages sont contradictoires, d'autres ont été livrés tardivement. Le mutisme de certains proches intrigue. Le rôle de la famille secrète, dans une structure très codifiée, très religieuse, est un sujet qui dérange. Jusqu'où peut-on protéger les siens ? À quel moment la loyauté devient-elle complicité ? Ces questions tabous traversent tout le dossier. Parallèlement, le traitement médiatique de l'affaire a nourri une forme de polarisation. Certains médias, avides de scoop, ont parfois dépassé les bornes. Révélations précipitées, spéculations dangereuses, portraits à charge. D'autres, plus rigoureux, ont tenté de garder une distance respectueuse. Mais dans l'ensemble, le combat médiatique a pesé lourdement sur la famille, sur les enquêteurs et sur l'opinion. Les réseaux sociaux ont amplifié le phénomène, transformant l'affaire en une véritable saga nationale, commentée, analysée, décorée comme une série politique. Au-delà du fait divers, c'est la vulnérabilité de l'enfance qui a été mise à nu. L'idée qu'un petit garçon de 2 ans et demi, en vacances dans un cadre familial, peut disparaître en plein jour sans que personne ne voie, n'entende, ne comprenne, provoque une forme de terreur intime. Cela réveille les peurs primitives des parents, l'angoisse du « et si c'était le mien ?» et cette angoisse a été attisée, jour après jour, par la lenteur de l'enquête et les incohérences du dossier. Mais ce drame a aussi révélé la force de mobilisation de la société civile. Des centaines de bénévoles ont participé aux recherches. Des inconnus ont consacré leurs jours et leurs nuits à fouiller la forêt. Des experts se sont penchés gratuitement sur le dossier.
Ce sursaut collectif, cet instinct de protection autour d'un enfant que personne ne connaît vraiment, est aussi une partie de l'histoire. Aujourd'hui, le nom d'Émile résonne comme celui d'un symbole. Celui d'un petit garçon dont la courte vie s'est brisée dans un mystère glacé, celui d'un enfant dont l'innocence a été engloutie dans les silences d'un village. Celui enfin d'un dossier judiciaire toujours ouvert, mais au bord du gouffre du non-lieu si aucune avancée majeure n'intervient. Les enquêteurs le savent, le temps joue contre eux. Les souvenirs s'estompent, les pistes se refroidissent. Les scellés sont analysés, les téléphones examinés, mais sans témoignage décisif, l'affaire risque de s'enliser. Certains espèrent un sursaut, un aveu, une confidence. Car dans ce type de drame, la vérité ne tient souvent qu'à un mot de trop, une erreur, un remords, un geste d'humanité qui brise le mur du silence. En attendant, la justice continue son travail dans la discrétion. La cellule Émile n'a pas été dissoute. Les gendarmes y croient encore. On ne lâchera pas, a récemment déclaré un des enquêteurs dans un rare entretien. Mais combien de temps l'instruction pourra-t-elle se poursuivre sans nouveaux éléments concrets? Il ne reste qu'un espoir, que la vérité un jour émerge. Que justice soit rendue, non seulement pour Émile, mais pour une société entière qui refuse d'accepter que la mort d'un enfant puisse rester sans explication. En France, pays des droits de l'enfant et de la protection de l'enfant, ce serait un échec moral immense. Et si la lumière ne vient jamais, alors, au moins, que le souvenir d'Émile reste vivant, qu'il continue de poser ces questions silencieuses à ceux qui savent mais ne parlent pas. Car le silence est peut-être le plus grand des mensonges, et dans ce dossier, il est devenu le dernier refuge d'un crime impuni.